On a fait un petit préambule en direct sur effectivement les questions juridiques qui pourraient être posées. Maintenant, on attend que vous puissiez effectivement poser vos questions. Nelsie, donc notre collaboratrice, va effectivement reprendre un peu les éléments qu'elle a évoqués et je vous laisse effectivement discuter de la question des délais de procédure. Oui, le préambule qui a été fait effectivement par Gaëtan Moulet est assez clair. Vous avez effectivement pendant cette période sanitaire qui est exceptionnelle une suspension des délais. Suspension des délais certes, mais qui impose en tout état de cause beaucoup de rigueur, puisque vous avez effectivement à l'issue de celle-ci un délai de 2 mois qu'il va falloir respecter, qu'il va falloir s'assurer aussi bien en ce qui concerne la prescription, les nullités, la forclusion, l'inopposabilité, la péremption, les désistements d'office. Donc vraiment, effectivement, pour les procéduriers en matière civile, c'est une ordonnance qui présente beaucoup d'avantages, puisqu'on ne va pas avoir à se poser toutes ces questions-là, mais il va falloir faire preuve de rigueur à l'issue du confinement pour s'assurer que ceci ne soit pas violé et non respecté. Alors, on a beaucoup de questions, parce que vous êtes beaucoup à être connectés. Donc, on va commencer, puisqu'au cabinet, on a cette chance de pouvoir effectivement traiter de tous les domaines du droit. Donc, sur la suspension des délais, vous avez bien compris, il y a effectivement ces ordonnances qui ont été prises sur le mois d'avril qui nous couvrent sur les délais de procédure. Donc ça, c'est effectivement un élément, en tout cas, de sécurité. Après, là, je vois effectivement que vous avez des questions nombreuses sur les outils qui ont été mis en place par le gouvernement pour permettre aux entreprises de pouvoir fonctionner dès que ça va pouvoir reprendre, notamment en termes de trésorerie, le PGE. Une question qui arrive sur le PGE, savoir effectivement, et on a une question sur les entreprises en difficulté, savoir effectivement si elles étaient éligibles ou pas. Maintenant, la question est beaucoup plus claire qu'au début du confinement. Depuis le 23 avril, le gouvernement a repris des explications dans le FAQ BPI. Et à partir de là, effectivement, les entreprises en difficulté, même celles qui effectivement ont moins de la moitié de leurs capitaux propres, et il y avait toute une discussion là-dessus, peuvent être éligibles au PGE. Seules les entreprises en procédure collective, redressement, sauvegarde, ne peuvent effectivement en bénéficier. Donc là, on a effectivement un point clair du gouvernement. C'est un sujet assez sensible, puisque globalement, les banques se sont mis effectivement à ne pas donner leur concours sur cette base-là. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quasiment toute la totalité des entreprises sont éligibles au PPI, à la BPI et au PGE. Voilà. D'autres questions apparaissent en droit de la famille. Je te laisse, Nelsie, sur bonjour à Muriel qui vient de se connecter. Alors sur le droit de la famille, les questions fréquentes que nous avons concernent bien évidemment le maintien des modalités de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Celle-ci demeure, nonobstant la situation de confinement. Les obligations, que ce soit la résidence alternée, que ce soit des droits de visite et d'hébergement classiques, donc un week-end sur 2, la moitié des vacances, toutes ces obligations-là continuent de s'appliquer nonobstant la situation de confinement. Donc tout parent est bien évidemment invité à remettre à l'autre parent les enfants, mais également de respecter son obligation alimentaire, à savoir donc le paiement d'une pension qui serait mise à votre charge. Et bien évidemment, nonobstant le contexte, nous demeurons en capacité de saisir le juge aux affaires familiales pour tout ce qui concerne les procédures d'urgence, parce qu'effectivement on est dans un contexte qui impose que les familles restent ensemble, mais il y a des familles dans lesquelles il y a des violences, et nous restons disponibles bien évidemment pour assister
toute personne qui en serait victime durant cette période, et on a toujours cette possibilité-là, parce que particulièrement à Orléans, la juridiction a fait en sorte, et je pense partout sur le territoire en tout état de cause, de pouvoir maintenir ces procédures d'urgence-là en matière familiale. Alors on vous a expliqué que toutes les procédures étaient suspendues, donc aucun souci pour tout ce qui concerne effectivement les délais de prescription, les délais d'appel, tout ça de toute façon a été figé. Il reste que globalement on se retrouve quand même sur le plan judiciaire sur des problématiques importantes, puisque comme vous avez pu le voir, et c'est une question qui vient d'apparaître, tout ce qui concerne la matière sociale, le Conseil de prud'homme, là on a effectivement une juridiction qui est entre guillemets morte, puisque on ne peut rien, sauf vraiment dans des cas très urgents, mais on ne peut rien déposer, pas d'audience, donc là effectivement on a une vraie problématique. Sachant que ça rejoint la question qui vient d'arriver au niveau des entreprises en difficulté qui sont effectivement aujourd'hui dans l'incapacité pour certaines de régler déjà les salaires du mois de mars. Donc voilà, on a effectivement à partir de là déjà des contentieux latents. Avec le tribunal de commerce d'Orléans, on a mis en place des procédures également d'urgence qui fonctionnent, c'est-à-dire que dans ces cas de figure-là, dans la mesure où une entreprise est en difficulté, qu'elle n'a pas eu effectivement l'aide de l'État, ce qui peut arriver, qui aujourd'hui est sans trésorerie, qui n'a pas réglé ses salariés, notamment au 31 mars et malheureusement au mois d'avril, nonobstant le versement du chômage partiel, et à partir de là, on a effectivement, avec le tribunal de commerce, mis en place des procédures qui nous permettent d'ouvrir par voie numérique et par visioconférence des procédures collectives, donc liquidation, redressement judiciaire. Et ça permet de lancer la machine à ce titre-là, nomination des liquidateurs et surtout mise en cause de l'AGS pour le règlement notamment des salaires. Donc à ce titre-là, ça fonctionne. Il ne faut pas aujourd'hui hésiter ni trop tarder. Ce sont des procédures qui permettent bien évidemment de figer le passif, mais qui aussi permettront aux salariés d'être réglés. Donc ça, c'est bien évidemment important de continuer à utiliser ces procédures et pas attendre le mois de mai pour les déposer. Voilà. D'autres questions, droit de la famille, sur la garde alternée, mais je crois que tu as répondu. Oui, donc ça, effectivement, on a déjà répondu. Sur les procédures de divorce, on a malheureusement, effectivement, et on le sent, quelques tensions qui sont accrues peut-être pendant cette période de confinement, et on a effectivement un volet de procédures qui s'annonce sur ce plan-là. Est-ce qu'aujourd'hui c'est figé, on peut déposer ou pas les dossiers, ou on va attendre la réouverture des tribunaux? Alors nous, le barreau d'Orléans, c'est extrêmement bien organisé, donc effectivement on a des bannettes qui sont mises à notre disposition et qui nous permettent de déposer le cas échéant des requêtes. La subtilité étant tout de même que, compte tenu des mesures de confinement, le personnel de justice est réduit, donc nonobstant le dépôt de certains actes, c'est le délai d'enregistrement qui va être la problématique. Moi je pense que, en tout cas, si on veut gagner du temps et si on arrive à s'accorder avec son conjoint, l'idée serait de recourir plutôt à une procédure de divorce par consentement mutuel par acte d'avocat, puisque nonobstant la période, les avocats peuvent très bien communiquer entre eux et définir les modalités du divorce, notifier cette convention telle que le texte nous l'impose et bien évidemment régulariser d'ici la levée du confinement la signature de la convention. Donc bien évidemment, moi j'encouragerais plutôt à recourir à cette procédure-là, sous réserve bien évidemment qu'on arrive à s'accorder sur les modalités du divorce, mais en tout cas, on peut poursuivre ces procédures-là. La procédure judiciaire, le problème est qu'on peut déposer des requêtes, mais on ne sait pas sous quel délai elles seront enregistrées et donc audiencées. Et donc, c'est toutes ces réponses pour l'heure qu'on ne peut pas vous apporter. Donc, il m'apparaît plus opportun de recourir à la procédure de divorce par consentement mutuel par acte d'avocat. Voilà. Comme on va traiter à peu près toutes les matières, il n'y a
pas mal de questions qui se posent. Bonjour à un client qui vient de se connecter. Sur les baux commerciaux, là j'ai une question. Bon, c'est un sujet très sensible, très tendu aujourd'hui entre bailleurs et locataires. Surtout effectivement dans des domaines type restauration, salle de spectacle, sachant qu'effectivement ces activités-là ne sont pas sur le point de reprendre. Donc pas d'entrants, pas de chiffre d'affaires et bien évidemment des charges, et en tout cas les loyers étant une charge fixe. Sur ce point-là, les ordonnances qui ont été rendues n'ont pas été souvent bien interprétées. Beaucoup de locataires ont pensé que globalement on avait une période blanche sur le plan des loyers, qu'il ne fallait plus les payer. Le législateur, l'exécutif plutôt, parce que le législateur il n'a pas rendu les ordonnances, mais le gouvernement a publié une ordonnance qui est globalement plutôt incitative. Elle ne dit pas que les loyers sont suspendus. Elle ne va effectivement que préciser que si le loyer n'est pas réglé pendant cette période de confinement, ça ne peut justifier pendant cette période de confinement la résiliation du bail notamment. Donc ça veut dire que si on ne paye pas ses loyers aujourd'hui, bien sûr l'action ne va pas pouvoir effectivement agir, mais demain, une fois le confinement passé, et si les loyers ne sont toujours pas réglés, le bailleur va retrouver effectivement sa vocation à, sur cette base-là, résilier le bail, sachant que pour des activités comme la restauration, c'est une situation qui va perdurer. Donc à partir de là, donc Bruno Le Maire notamment est intervenu à plusieurs reprises, mais ça reste que de l'incitation, c'est-à-dire que globalement les bailleurs et locataires sont incités à se mettre d'accord pour effectivement une suspension ou une annulation de loyer. Vous voyez que dans la mesure où c'est pas très clair sur le plan de l'ordonnance, et en tout cas c'est pas clair sur le plan de l'annulation de la suspension, qu'on a effectivement là tout un pan de contentieux qui vont renaître dès la sortie du confinement, et qu'on essaiera de gérer de façon la plus bienveillante, la plus sérieuse aussi, pour que bailleurs et locataires puissent se mettre d'accord, que ça soit effectivement gagnant-gagnant, le bailleur n'ayant aucun intérêt à récupérer dès la sortie du confinement un local vide. Donc je pense qu'effectivement, même si l'ordonnance n'est qu'une incitation, dans la plupart du cas, on arrivera à mettre bailleurs et locataires d'accord. Mais en tout cas, on ne pourra pas s'appuyer sur les textes pour arriver à un tel accord. Voilà. Donc ça, c'est en suspens. Qu'est-ce qu'on a comme autre question sur le plan des voyages? Eh oui, parce que on se doit aussi de penser à nos vacances futures. Et on a effectivement pas mal de questions aujourd'hui sur j'ai commandé un voyage avant le 12 mars, est-ce que je peux l'annuler? Et je vais laisser à Nelsie le soin de vous répondre, même si je pourrais apporter un petit complément, notamment effectivement sur la situation sur les plateformes numériques. Alors effectivement, les réservations qui ont été faites sur des sites de type Airbnb, qui nous concernent tous pour ces périodes de vacances de mars-avril, ces plateformes-là ont entrepris dès le début de la crise sanitaire et des mesures annoncées par le gouvernement, effectivement, de permettre la possibilité pour les réservataires d'annuler le séjour. S'agissant des compagnies aériennes, elles permettent également cette annulation-là. Alors après, avec la subtilité étant que certaines compagnies ne vous remboursent pas, mais vous offrent des bons de voyage. Bon, après ça, on peut bien évidemment l'entendre, en tout cas, puisque l'idée est bien évidemment de sauvegarder l'activité et de pouvoir permettre que à l'issue de ce confinement, ces compagnies aériennes-là reprennent une activité et que chacun puisse utiliser celle-ci. Ça, c'est pour les vols secs. Après, ouais. Effectivement, il y a tout le pan de l'ordonnance qui prévoit effectivement que pour les voyages achetés en
agence de voyage ou des packs, globalement, c'est un avoir qui sera effectivement établi, et ce, pour éviter effectivement de trop